Donc, la première réaction que l'on pourrait avoir, c'est d'avoir de la compassion pour les victimes. Et rapidement, on vient à se demander comment est-ce qu'un autre être humain peut se dire, tiens, ce matin, je me lève, je mets une ceinture d'explosifs autour de moi, je vais faire exploser et ça va être génial. Je vais passer une super journée. Eh bien, en réalité, personne ne va se dire ça. Par contre, on va se dire, aujourd'hui, je vais me lever pour faire une action coup de poing contre ce que représente le centre commercial, contre le temple de la société de consommation, contre le symbole de l'impérialisme américain, et je vais laisser ma trace dans le livre d'histoire, dans le livre d'histoire. Et là, déjà, il se passe quelque chose, et on transforme un assassinat de masse en revendication légitime. Et à travers cet exemple, on va avoir l'illustration même de la définition du terrorisme, qui est l'utilisation organisée de la peur à des fins politiques. Ou, dit encore plus simplement, tout réside dans la rhétorique et dans la manière que l'on va présenter l'acte et les choses, les événements. Donc, rapidement, pour quelques définitions du terrorisme, en définition légale du terrorisme, en droit français, donc c'est le code pénal dans ses articles 421-1 et 421-2 qui nous explique que le terrorisme est un acte terroriste lorsqu'ils sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public, soit par l'intimidation, la terreur, les infractions suivantes. Et là, vous avez toute une liste d'infractions, donc c'est la dégradation, l'assassinat, les délits également financiers, donc vous avez toute une liste. Donc ce qu'on va retenir de cette définition, ça va être donc l'entreprise individuelle ou collective, le fait de troubler l'ordre public par l'assassinat ou par la dégradation de biens et le caractère intentionnel de l'entreprise. Aujourd'hui, on va davantage s'intéresser aux pays d'Asie du Sud-Est, à 3 pays d'Asie du Sud-Est, que ce soit donc l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines. Et ces 3 pays, eux, vont avoir une définition assez proche de notre définition du terrorisme, et assez similaire entre eux d'ailleurs. Ainsi, l'Indonésie va nous définir l'acte terroriste comme un acte qui utilise la violence ou la menace de la violence et qui provoque une atmosphère générale de terreur, c'est bientôt fini promis, qui peut faire des victimes de masse et ou créer des dommages avec des motifs qui peuvent être idéologiques, politiques ou de perturbation à la sécurité. Ça pourrait être définition indonésienne. La Malaisie et les Philippines ont quasiment la même. Les 3 caractéristiques maintenant du terrorisme, ça va être tout d'abord une action coup de poing qui va s'effectuer dans le temps court. Ça va être l'instantanéité de l'action, l'immédiateté de l'action qui va compter, plus que le temps long. Également, ce qui va compter, ça va être davantage la communication que l'on fait autour de l'événement, davantage que l'acte en lui-même. Donc la communication est plus importante que l'acte. Et enfin, et ça paraît évident, mais c'est tout de même intéressant à souligner, ce sont des actions qui sont considérées comme illégales. On parle là d'attentat à la bombe, d'enlèvement contre rançon, d'assassinat ciblé, de meurtre de masse. Au niveau de ma présentation, donc pour mon cadre chronologique, je vais m'intéresser de l'évolution du terrorisme des années 80 à aujourd'hui. Et pour le cadre géographique, donc on va rester sur l'Asie du Sud-Est avec les 3 pays que j'ai mentionnés précédemment, donc Indonésie, Malaisie et Philippines. On va un petit peu s'attarder sur le Pacifique Sud, mais pas plus que ça. On va vraiment rester en Asie du Sud-Est. On va donc s'intéresser aux spécificités des idéologies terroristes en Asie du Sud-Est et quelles réponses sont apportées pour contrer leur influence. Je vais développer 3 axes. Le premier axe sera de voir comment se manifestent les terroristes et les actes terroristes sur site, puis quelles grandes évolutions peut-on apporter entre les années 80 et aujourd'hui, et enfin, dernier axe, voir quelles politiques de répression sont mises en place. Premier axe, en Asie du Sud-Est, on compte une soixantaine en tout d'organisations terroristes, dont l'écrasante majorité sont d'inspiration djihadiste. Donc, quels sont les groupes en présence? On va avoir tout d'abord un groupe qui s'appelle la Djemma Islamiyya, qui sont responsables des attentats de Bali en 2002, qui avaient visé des complexes hôteliers et des touristes. Également, une attaque contre l'ambassade d'Australie
en 2004, et les attentats de 2009 également contre des hôtels de luxe à Jakarta. Donc cette organisation va être présente à partir de la fin des années 60 et surtout, elle va prendre son essor à partir des années 90 pour péricliter ensuite avec les années 2000-2010 à cause justement des attentats de Bali. Ce que cette organisation va cibler, ça va être la représentation de l'État indonésien, la représentation de l'État en général, donc poste de police généralement, personnalité politique, et dans un second temps, des cibles internationales, que ce soit des complexes hôteliers ou l'ambassade australienne. Mais avant cette organisation de la Jemaah Islamiyah, il y avait un autre groupe, qui est un peu le groupe mère de toutes les organisations, qui s'appelle le MNLF. MNLF, donc Moro National Liberation Front, qui, lui, milite pour l'autonomie, l'indépendance puis l'autonomie de la région sud des Philippines. Là, on va davantage avoir une volonté de souveraineté politique plus que religieuse. Donc le politique va plus compter que le religieux. Donc je disais, cette entité, le MNLF, va se scinder en plusieurs autres entités à cause de désaccords internes, de lignes différentes. On va ainsi avoir une autre organisation qui va s'appeler le MILF, et oui, il y a une organisation djihadiste qui s'appelle le MILF, c'est le Moro Islamic Liberation Front, qui, eux, ne vont pas tant vouloir une indépendance politique, mais prôner l'apparition d'un État islamique dans le sud des Philippines. Autre groupe également qui va être issu du MNLF, Abu Sayyaf, que l'on retrouve assez régulièrement dans la littérature, dans les années 80 à aujourd'hui. Bonjour monsieur. Et, et donc ce groupe-là, Abu Sayyaf, ne va pas forcément être mis sur le devant de la scène comme la Jamaah Islamiyah par exemple, mais ils vont avoir une présence assez constante dans toute l'Asie du Sud-Est. Ils vont plutôt rester dans la clandestinité. Important à noter également que ces groupes, travaillent communiquent entre eux. Bonjour Monsieur Tabani, ils ont des camps d'entraînement communs, notamment le MILF qui met ses camps au profit de la Jemaah Islamiyah, qui met ses camps au profit du MILF et du MNLF. La géographie aide également avec les différentes îles, les cavernes, la jungle dense qui permet de cacher tous ces camps. Les groupes, les groupes terroristes présents en Asie du Sud-Est ne vont pas être cependant uniquement constitués d'idéologies djihadistes. On va également retrouver d'autres idéologies. Par exemple, on va retrouver des idéologies en Malaisie d'idéologie communiste, où vous avez, à partir des années 60 aux années 90, une guérilla communiste dans la jungle malaise, qui va lutter contre l'État malaisien. Également, on ne peut pas ne pas le mentionner, l'affaire du Rainbow Warrior en 1985, où l'État français, avec la DGSE, a coulé un navire de Greenpeace dans un port néo-zélandais, ce qui a constitué le premier acte terroriste sur le sol néo-zélandais. C'est la France qui l'a fait, avec pour conséquence le refroidissement des relations entre la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la France. Et déjà que la France n'était pas très bien vue dans le Pacifique à l'époque, ça n'a pas arrangé son cas. Et de manière plus récente, un terrorisme d'extrême droite, notamment à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, en 2019, où on a eu un acte de terrorisme un terroriste d'extrême droite a tué une centaine de fidèles musulmans dans 2 mosquées de la ville. Et également, la Nouvelle-Zélande n'est malheureusement pas épargnée par les attaques djihadistes, puisqu'il y a quelques mois encore, un individu, un Sri Lankais, a commis un acte terroriste dans un supermarché à Auckland, en poignardant 6 personnes. Donc malheureusement, la Nouvelle-Zélande non plus n'est pas épargnée par le fait terroriste. Maintenant, quelles grandes évolutions peut-on voir entre les années 80 et 2020?
Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de différents groupes, la Jemaah Islamiyah, Abu Sayyaf, MNLF. Il y a également deux groupes qui vont prendre de l'importance dans toute l'Asie du Sud-Est. Ces groupes, vous les connaissez, j'espère, moi que vous ayez vécu dans une grotte ces 25 dernières années, c'est Al-Qaïda et l'État islamique. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que Al-Qaïda, chronologiquement, est important pour, pour l'Asie du Sud-Est? Tout d'abord, au niveau de l'organisation. Avant Al-Qaïda, on avait un terrorisme qui était très localisé sur un territoire. Le MNLF était présent dans le sud des Philippines, un petit peu en Malaisie aussi, mais surtout dans le sud des Philippines. La Jemaah Islamiyah était en Indonésie. Vraiment, chaque groupe avait son territoire. Al-Qaïda, avec la guerre en Afghanistan de 79 à 89, va permettre donc d'abord un soutien financier à ces groupes et également va permettre à ces groupes de bénéficier des camps d'entraînement en Afghanistan, où vous avez donc des combattants djihadistes qui vont en Afghanistan pour s'entraîner, pour se préparer, et ensuite retourner sur leur lieu d'action pour commettre leurs méfaits. Ce qui a également, ce qu'a également apporté Al-Qaïda au, au groupe terroriste d'Asie du Sud-Est, ça va être une nouvelle organisation. Avant Al-Qaïda, l'organisation était pyramidale. C'est-à-dire que vous aviez un chef, tout en haut, un chef charismatique, suivi de fidèles lieutenants, suivi encore d'autres personnages importants, et ensuite, tout en bas, une base très large de combattants, de militants, de sympathisants. Donc, c'est une hiérarchie pyramidale. Al-Qaïda va totalement dynamiter ce modèle et pour avoir un fonctionnement, ce qu'on appelle en cellules. C'est-à-dire que des cellules de quelques individus à plusieurs dizaines, centaines d'individus qui ne se connaissent pas forcément les unes les autres, et les différents chefs de ces cellules ne vont pas forcément être les chefs des autres cellules. Donc il va y avoir une sorte d'autonomie, un petit un éclatement des groupes terroristes. Et chacun va être dans son coin, plus ou moins lié à Al-Qaïda. Et ce qui, en conséquence, va grandement augmenter la difficulté pour lutter contre les groupes terroristes, vu qu'ils ne sont plus organisés comme avant, qu'ils ne sont plus hiérarchisés, plus identifiés. On peut se demander pourquoi alors n'y a-t-il pas d'alliance entre ces différents groupes, vu qu'ils n'ont, alors qu'ils ont quasiment les mêmes idéologies, ils s'entraînent de la même manière, ils ont les mêmes cibles, donc l'État et les autres communautés musulmanes ou chrétiennes d'ailleurs, tout simplement parce qu'ils ne vont pas avoir les mêmes intérêts. La Jemaah Islamiyah n'a pas les mêmes intérêts que le MNLF ou que le MILF ou qu'Abu Sayyaf ou que les différents autres groupes de plus ou moins importance. Ce sont des groupes qui sont rationnels, qui fonctionnent selon leurs intérêts. Et ce n'est pas leur intérêt de trop s'exposer, justement. Ainsi, pour exemple, un autre groupe assez mineur qui s'appelle le Laskhar Jihad, dont le prédicateur était un fervent partisan de Ben Laden, il se revendiquait comme il avait des liens avec Ben Laden, avec Al-Qaïda. Eh bien, après les attentats du 11 septembre, comme l'attention internationale et surtout des États-Unis était attirée sur Al-Qaïda, eh bien, on a vu le leader de ce groupe et ce groupe dans sa totalité prendre ses distances vis-à-vis de Ben Laden et d'Al-Qaïda en minimisant les liens du groupe avec Al-Qaïda. Donc, ils ne veulent pas non plus trop s'exposer. Ils ont leurs intérêts à défendre, mais bon, sans trop s'exposer. Donc ça, c'était la première révolution, entre guillemets, Al-Qaïda, avec la régionalisation du conflit. Seconde révolution, ça va être l'apparition de l'État islamique. À partir de 2016, et encore plus avec la défaite au sol de l'État islamique en Irak et en Syrie en 2017-2018, l'État islamique va chercher de nouveaux territoires à conquérir, notamment en Asie du Sud-Est. Alors, quelles sont les principales modifications que l'on peut voir avec l'apparition de l'État islamique? Tout d'abord, ça va être dans l'utilisation de femmes et d'enfants en tant que combattants. Alors, l'utilisation de femmes, déjà, si on regarde les arrestations qui ont été faites au cours des années 80, notamment avec la Jemaah Islamiyah, on a
sur plusieurs centaines d'arrestations par an dans la région, on a quelques femmes, de l'ordre de 5 maximum, 5 grands maximum par an. Là, avec l'apparition de l'État islamique, on a toujours, donc dans les mêmes portions pour les hommes, plusieurs centaines d'arrestations, on va avoir une dizaine, quelques dizaines de femmes. Récemment, on a eu une quarantaine d'arrestations en 2018 de mémoire de femmes sur plusieurs centaines d'hommes. Donc on voit une augmentation de la proportion des femmes, de la représentation des femmes dans les arrestations liées au terrorisme djihadiste. Et également, ce qui a l'autre grande modification, ça va être l'utilisation d'enfants en tant que bombe humaine. Par exemple, les attentats de Surabaya en 2018, qui visaient des postes de police indonésiens et des églises, eh bien, les auteurs de ces attentats étaient une famille de 6 personnes, donc les parents, les 2 garçons de 15-18 ans et 2 fillettes de 9 et 12 ans. Et c'était vraiment la première fois qu'on avait ce genre d'attentat en Asie du Sud-Est, du moins. C'était plus commun au Moyen-Orient, mais en Asie du Sud-Est, c'était le premier attentat qui a vraiment choqué les populations. Également, autre modification, l'apparition de nouveaux moyens de commettre des attentats. Donc, on connaissait la lutte contre la guérilla dans les années, la lutte de type guérilla dans les années 60, 80. Ensuite, on a eu des attentats à l'explosif avec les années 90 et l'apport financier d'Al-Qaïda. Et maintenant, on va avoir des attentats au couteau, notamment toujours en Indonésie, contre le coordinateur national de la sécurité, Monsieur Wiranto, qui a fait l'objet justement d'une attaque au couteau. À noter également que pourquoi est-ce que je relève cette attaque plutôt qu'une autre? Parce que l'auteur de cette attaque était passé sous le radar des services de renseignement indonésiens et ne faisait pas officiellement partie de l'État islamique. Il avait déclaré son allégeance peut-être quelques jours avant ou quelques jours après, je ne me rappelle plus très bien. La différence comparée à avant, c'est que les membres de la Jama'a Islamiyya, par exemple, étaient connus, étaient reconnus comme tels et s'affichaient comme tels. Là, l'auteur ne s'est pas affiché directement ou n'était pas reconnu comme un fervent adhérent de l'État islamique. Donc, ça brouille encore une fois les pistes. Donc, troisième élément que l'État islamique va apporter, ça va être justement un brouillage entre le nombre de membres officiels et le nombre de membres réels. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez trouvé, entre guillemets, une dizaine de membres affiliés à l'État islamique que vous avez effectivement, sur un territoire donné, 10 membres de l'État islamique, parce qu'il faut également compter les sympathisants qui ne se disent pas toujours qui ne se déclarent pas toujours comme membres sympathisants de l'État islamique. Donc une difficulté à évaluer le nombre exact. Ce problème, qui peut paraître mineur, eh bien, a eu des conséquences assez fâcheuses pour la région, puisqu'en 2017, de mai 2017 à octobre 2017, eh bien, il y a eu une bataille qui s'appelle la bataille de Marawi, ville dans le sud des Philippines, où des djihadistes ont pris d'assaut la ville. Et vous avez donc des membres donc d'Abu Sayyaf, le groupe Maoté, encore un autre groupe, les combattants islamiques pour la liberté de Bangsamoro, et un autre groupe qui s'appelle Ansar Khalifa aux Philippines. Donc ces groupes-là prennent d'assaut la ville de Marawi. Et ce qui va rendre difficile la tâche de lutte contre ces groupes, ça va être leur nombre, puisque les forces de sécurité philippines ne s'attendaient pas à avoir autant de djihadistes dans cet endroit en particulier. Et également, je ne pense pas non plus que les djihadistes eux-mêmes s'attendaient à prendre aussi facilement cette ville d'ailleurs. Et bon, je vous passe les détails, c'est pas ce qui va nous intéresser, ce n'est pas ce qui va nous intéresser ici. C'est au bout de 5 longs mois de lutte de l'armée philippine, aidée par l'Australie, par les États-Unis et d'autres pays alentours, que l'armée des Philippines va pouvoir reprendre la ville. Et ce qui va nous intéresser, ça va être les conséquences, puisque c'est un combat urbain de grande envergure,
on peut voir depuis la guerre de Tchétchénie contre des terroristes, la première guerre de Tchétchénie. Ampleur donc qui a surpris à la fois les autorités philippines, australiennes et les terroristes eux-mêmes. La violence des combats également a surpris, mais en conséquence, c'était tout de même cette bataille a tout de même sonné le début de la fin pour les groupes djihadistes dans la zone, puisque ils ont eu d'énormes pertes. Plusieurs de leurs chefs ont été tués, les leaders du groupe Maouté, Ypsilon Apilon également, qui était le représentant ou l'émir déclaré par l'État islamique en Asie du Sud-Est, a été tué. Et de même, l'attention a trop été attirée sur eux. Et dans les conséquences de la bataille, même lorsque vous vouliez vous déplacer autour de Marawi ou dans la région, c'était checkpoint sur checkpoint. Et les sympathisants étaient tous traqués par l'armée, un par un. Les réponses maintenant actuelles que les gouvernements essayent d'apporter pour lutter contre ces mouvements terroristes vont se décliner en 3 étapes. On va d'abord avoir une étape locale, une réponse locale, qui va qui va se décliner en 3 volets elle-même. Tout d'abord, l'anticipation. Anticipation, c'est-à-dire la coopération entre la société civile et l'État, entre les mosquées, entre les imams et l'État, où le gouvernement va insister sur la réinsertion des prisonniers et bien expliquer, bien démontrer que c'est une guerre qui n'est pas faite aux musulmans ou à l'islam, mais c'est une guerre qui est faite aux djihadistes. Et vraiment, dans la rhétorique des gouvernements, c'est bien ce que l'on met en avant. Également, deuxième volet de cette réponse locale, ça va être la répression. On va essayer là d'éviter le drame, notamment à travers la collecte de renseignements, et notamment Singapour qui est à la pointe de cette collecte de renseignements, pas que pour le terrorisme, mais pour le domaine de la piraterie également. La surveillance également d'Internet, avec une publication djihadiste qui s'appelait la revue Al-Fatihin. Cette revue a été immédiatement bannie par les gouvernements indonésiens, philippins et malaisiens lorsqu'elle est sortie, pour éviter justement que la population n'y ait accès. Et troisième volet, au cas où l'anticipation et la répression ne marchent pas, on va avoir le volet de l'intervention. Et là, ces 3 pays ont chacun leurs moyens, leurs forces d'intervention, je dirais, dédiées. On va avoir ainsi en Indonésie un détachement spécial de la police qui s'appelle le détachement 88, donc une unité spéciale de la police formée à la lutte antiterroriste. Le, la Malaisie va avoir une force opérationnelle navale. Entre 2016 et 2018, elle est maintenant intégrée aux forces spéciales, si je ne dis pas de bêtises. Donc, pour lutter justement contre les questions de piraterie et de terrorisme. Et les Philippines, ou l'armée philippine, va être orientée pour lutter contre le terrorisme et pour des opérations de contre-insurrection. Et plus généralement, les armées de ces 3 pays ne sont pas forcément orientées contre la protection d'une agression extérieure, mais si on étudie leur matériel et leur doctrine, elles sont vraiment là pour lutter contre les guérillas, contre les groupes sécessionnistes et contre les groupes djihadistes à l'intérieur du pays. Deuxième volet de cette réponse, après la réponse locale, on va avoir une réponse régionale, au niveau régional. Donc, tout d'abord, on va avoir l'ASEAN avec différentes réunions de ministres de la défense des pays. Pas vraiment donné suite, pas vraiment efficace, mais tout de même intéressant de le noter. Par contre, à partir de 2016, on va avoir une initiative des Philippines, de l'Indonésie et de la Malaisie qui vont patrouiller ensemble, mettre des moyens navals en commun dans la mer de Sulu pour lutter contre la piraterie, pour lutter contre les différents kidnappings, enlèvements contre rançon, et pour lutter contre les différents groupes djihadistes. Ce qui fait d'ailleurs un petit peu écho à la Malacca Straits Patrol, qui elle aussi va défendre les détroits de Malacca contre les pirates. Et troisième volet de coopération régionale, ces 3 pays font partie d'un groupe de travail contre le terrorisme de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, qui a pour but de coordonner justement les moyens de lutte contre le terrorisme entre les différents pays membres.
Et troisième et dernier volet de cette réponse, la réponse internationale. Donc, on va rapidement relever l'Australie, qui aide la police indonésienne avec des moyens financiers, des moyens humains, des moyens d'entraînement et de matériel. Également, des patrouilles maritimes australiennes organisées depuis une base aérienne située en Malaisie. Donc la Malaisie gère une base aérienne en Malaisie, et à partir de là, des patrouilles aériennes sont organisées. L'Australie a également participé en tant que soutien aux forces des Philippines lors de la bataille de Marawi. Ce n'est pas le seul pays qui agit pour ça, puisqu'on retrouve également les États-Unis, qui sont présents donc, dans les Philippines à travers différents programmes d'aide au développement des forces philippines, avec de nombreux accords bilatéraux entre le département de la Défense américain et le ministère de la Défense philippin. Et de manière générale, les partenariats avec les acteurs extra-régionaux, donc Australie et États-Unis, je pense notamment à ces deux-là, vont être d'ordre militaire et policier pour justement assurer la stabilité de la région, que ce soit à travers les échanges de renseignements, l'envoi de troupes militaires, des entraînements en commun et plus largement de la coopération militaire. En conclusion, je dirais que le terrorisme, les questions terroristes en Asie du Sud-Est et plus largement les questions terroristes, ça va être le rapport que l'on a à l'image. Au-delà des souffrances, des actes et des idéologies, le plus important pour le terrorisme, pour l'acte terroriste, ça va être de choquer l'opinion publique avec des images fortes. Et l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines ont des méthodes efficaces pour lutter contre ces actes terroristes en articulant à la fois la prévention et, je dirais, la dissuasion musclée. L'intérêt, ça va être de couper l'herbe sous le pied des réseaux djihadistes pour les empêcher à la fois de recruter, de diffuser leur idéologie dans la population générale, tout en luttant activement contre les groupes déjà présents sur place. Et l'importance, on ne le soulignera jamais assez, va être clairement de dissocier le fait religieux, donc l'islam, du fait terroriste, donc tous les groupes terroristes que l'on a vus. Ce qui est assez primordial dans la région où il y a une très forte population musulmane, en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines également, on a une forte minorité de musulmans, donc on va dissocier les deux. La lutte est longue et chaque pays répond à des problématiques spécifiques puisées dans son histoire, ancienne comme récente. Et la lutte contre le terrorisme ne passe pas pas uniquement par des mesures coercitives. C'est une lutte d'influence qui s'exerce, État contre organisation criminelle. Je vous remercie de m'avoir écouté et je répondrai à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Oui, Marvin. on est dans les temps en plus. Oui, on est dans les temps, donc on a 10 minutes pour des questions, soit dans le chat ou soit pour gagner du temps peut-être directement avec les micros. Marvin, j'ai mis une question dans le chat. Les mouvements terroristes que tu cites sont-ils tous comme la Jemaah Islamiyah, d'obédience wahhabite, son extension salafite, donc à la base des sunnites? Ou existe d'autres variantes d'obédience religieuse? Alors, on va distinguer les obédiences, justement, wahhabites, salafistes, etc., de leur allégeance. Il va y avoir deux parties de réponse, en fait. Ce n'est pas parce que vous allez avoir, justement, un groupe salafiste ou wahhabite qu'il va forcément répondre trait pour trait à ces caractéristiques. Par exemple, il y a une scission, par exemple, entre le MNLF et le MILF, où le MNLF avait davantage donc, une vision politique, on va dire, socialiste en soi de l'État. Il voulait une gestion locale du territoire sur lequel ils étaient, alors que le MILF, lui, donc, était d'inspiration salafiste, et ce qu'il voulait, c'était instaurer un État islamique dans la région. Donc,
c'est pas parce qu'un mouvement va être d'obédience telle ou telle autre qu'il va forcément se comporter comme tel, en fait. Il a toujours j'aurais dû tourner la réponse plus simplement, la religion ou l'idéologie religieuse est un moyen, mais jamais une fin en soi. C'est comme ça que que j'aurais dû répondre. Oui, monsieur Tabani? Oui, Marvin, ce que vous venez de dire juste à la fin, j'adhère totalement. Et je rapporte ça à la situation des marges ou de l'Indonésie, ou du moins des mouvements séparatistes en Indonésie. C'est-à-dire que caractériser ce qui, par exemple, pour la Papouasie occidentale, mais qu'il a été également pour Timor-Leste, qu'il est en partie également pour Bougainville, n'a absolument rien à voir avec la religion ni avec le terrorisme. On est dans des luttes anticoloniales tout à fait classiques. Simplement pour justifier un engouement, pour susciter un engouement international dans ces luttes, on utilise l'argument de la religion, mais qui manifestement, auprès de puissances régionales comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, n'imprime pas, dans la mesure où la sécurité pour l'Australie, c'est avant tout la sécurité de l'accès aux ressources absolument énormes qui se trouvent en Papouasie occidentale, Oui. et que dans le fond, ce qui s'y passe en termes de sécurité les intéresse peu. Eux, c'est leur sécurité par rapport à l'accès aux ressources. Donc, je veux dire, il y a des lobbies qui sont tout à fait légitimes dans le fait de vouloir susciter un engouement international autour du soutien à la décolonisation de la Papouasie occidentale, et qui vont faire passer ça pour une guerre de religion. Ce qui ne l'est pas, dans la mesure où parmi les plus extravagants, je dirais, dans leur extravagants dans leur ou extrémistes, hein, bon, sont aussi des groupes chrétiens Oui. en Indonésie, hein, qui eux ont tout à gagner à faire passer ça pour une guerre de religion. Exactement. Alors, je connais moins enfin, vous connaissez mieux ce sujet-là, mais en effet, je suis entièrement d'accord. Et justement, on va instrumentaliser la religion, que ce soit d'un côté musulman ou côté chrétien, pour justement essayer la religion va être vue comme un vecteur, comme un ciment unificateur, en fait. On va se retrouver autour de valeurs communes contre quelque chose d'autre. Donc ça, je dirais, c'est vieux comme la nuit des temps. On va se désigner un ennemi commun. Mais oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, y a-t-il eu un rôle de l'UE et quel a été le bilan du soutien de l'UE aux Philippines de lutte contre le terrorisme? Alors, le soutien de l'UE, ah, alors, il faudrait que je revérifie ça parce que là, j'ai un petit doute. Je crois pas que l'UE, je crois qu'elle a un programme justement de lutte contre le terrorisme, mais ça va surtout être orienté au Moyen-Orient et pas tant aux Philippines. Je peux me tromper, je vais revérifier l'information. Mais de ce que j'ai vu dans les sources, c'est surtout une gestion locale de la question terroriste, que ce soit par les pays eux-mêmes ou que ce soit par des pays qui ont directement intérêt à y être, donc l'Australie et les États-Unis. L'Australie, avec son arc d'instabilité, une théorie des années 90-2000, et les États-Unis parce qu'ils sont directement présents aux Philippines ou dans les pays alentours. Donc je crois que c'est surtout une gestion locale de la crise. En plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à la fois les questions de terrorisme diffèrent selon l'ère géographique où vous êtes, c'est-à-dire que les questions terroristes au Moyen-Orient ne sont pas les mêmes que les questions terroristes au Sahel, dans la bande sahélo-saharienne, qui ne sont pas les mêmes que les questions terroristes en Asie du Sud-Est. Et à l'intérieur même de ces zones, vous avez encore des différences. Les questions terroristes aux Philippines ne sont pas les mêmes qu'en Indonésie ou qu'en Malaisie. De même que les questions terroristes en Syrie ou en Irak ne sont pas les mêmes que les questions terroristes en Afghanistan, et ainsi de suite pour tous les pays. Chaque zone va avoir ses propres problématiques, en fait. Et seconde question, quelle est selon vous l'origine du changement de structure pyramidale à structure en cellule des groupes terroristes? Excellente question. Alors, selon moi, ça va être le modèle économique. Parce que avant l'apparition, avant Al-Qaïda, la structure hiérarchique en pyramidale
était ancré sur un territoire. Et on ne s'occupait que de ce territoire. Alors, on aurait même pu reprendre, pour élargir un peu la réflexion d'autres groupes terroristes, que ce soit les actions du Parti communiste malaisien, qui faisait du guérilla entre les années 60 et 90, jusqu'aux années 90. Ils restaient vraiment en Malaisie. Il ne leur serait pas venu à l'idée d'aller exporter leur lutte ailleurs, bien que leur lutte soit inspirée des différents mouvements communistes dans le monde. Mais ils voulaient vraiment une gestion locale de leurs faits. Pareil pour la Jemaah Islamiyah, pareil pour d'autres Darul Islam, etc., etc. Ce qui a changé, ça va être donc les moyens financiers. Maintenant que vous avez davantage de moyens financiers, eh bien, vous pouvez avoir de meilleurs moyens tout court. Et surtout, l'œil que ça va attirer. C'est-à-dire que lorsque vous êtes tout seul dans votre jungle à faire votre guérilla, vous n'intéressez que le gouvernement local et à la rigueur le ministère du Tourisme. À partir du moment où vous avez beaucoup plus de moyens et que vous mettez en commun tous ces moyens, eh bien, il va être beaucoup plus facile d'identifier toutes les têtes de réseau. Et une fois que vous avez donc les têtes de réseau, les cadres entre guillemets et les sympathisants, eh bien, il suffit d'arrêter tout le monde, de faire un grand coup de filet et vous neutralisez tout le groupe. Or, modifier justement votre structure, n'avoir que quelques membres par-ci, quelques membres par-là, tout en cachant les sympathisants, eh bien, ça vous permet d'être beaucoup plus malléable, d'avoir beaucoup plus de marge de manœuvre pour commettre vos actions. Donc, c'est à la fois, pour répondre directement à la question, c'est à la fois les moyens financiers, le modèle d'Al-Qaïda même, qui avait ce genre d'organisation, et également une nécessité de survie pour ces groupes, parce que s'ils conservaient leur structure pyramidale, ben, ils étaient morts, en fait, ils étaient anéantis. Marvin, excusez-moi de Oui, monopoliser la parole, mais juste une petite précision aussi. Évidemment, on sait tous que on est toujours le terroriste de quelqu'un. Et donc, il y a aussi la question de la désignation de ce qu'est un groupe terroriste, ne serait-ce. Là, je parle pour le Pacifique Sud. ouais, C'est-à-dire qu'en termes techniques, le gouvernement des Salomon ou de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Salomon pour l'île de Malaïta et la puissance de Malaïta dans la capitale Honiara pour justement faire des émeutes, des coups d'État, etc. Et les milices qui sont en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Bougainville, de par leurs États respectifs, ils pourraient tout à fait être désignés comme terroristes. Simplement, n'oublions pas non plus que le Pacifique insulaire est un paradis touristique pour les Australiens et les Néo-Zélandais et les Américains. Et que donc, désigner tout d'un coup la présence de groupes terroristes dans ces régions-là pourrait sévèrement nuire au tourisme. Du coup, à aucun moment ne revient le qualificatif de terroriste, ce qui, dans d'autres régions, on pourrait tout de suite les assimiler à des groupes terroristes, séparatistes, etc. et c'est exactement pour ça que vous avez certains groupes terroristes qui sont désignés comme tels par des pays. Je pense à la Jemaah Islamiyah, qui est un groupe terroriste désigné par l'Indonésie, l'Australie, les États-Unis, je crois bien, mais pas par tous les pays, en fait. Et pour justement aller dans votre sens, savoir qu'est-ce qu'un groupe terroriste. Par exemple, un exemple récent, les talibans. Est-ce qu'ils sont une organisation étatique? Est-ce qu'ils sont un groupe terroriste? Est-ce qu'ils sont un groupe comment dire, de, de guérilla? Est-ce qu'ils sont un groupe de narcotrafiquants? Eh bien, ils sont tout ça à la fois, en fait. Et c'est ça le souci, justement, apporté surtout par Al-Qaïda, ça va être la manière de désigner le groupe. Quelle est la nature de ce groupe? Et c'est vraiment ça le problème que l'on a avec l'apparition d'Al-Qaïda et encore plus avec l'apparition de l'État islamique, puisque les frontières se brouillent. Avant, sous la Jemaah Islamiyah des années 2000, on était fiers, entre guillemets, d'appartenir à ce groupe. Pas on le revendiquait, mais presque. On ne le revendiquait pas, mais presque. Là, maintenant, lorsque vous avez des opérations de police organisées par exemple, par la Malaisie, il y a 2-3 ans de ça, ils voulaient arrêter un ou deux sympathisants de l'État islamique revendiqués. Ils étaient allés pour arrêter 2 personnes,
Et en fait, il y avait le cousin de la sœur de la cousine qui était venu, et finalement, ils étaient 15 en fait. Ils n'étaient pas deux, ils étaient 15 en face. Et donc, c'est vraiment ça aussi que le problème apporté par l'État islamique, par Al-Qaïda et surtout par l'État islamique, le fait de brouiller les pistes et l'ombre réelle. Certains acteurs du terrorisme de la région sont-ils en fait des terroristes économiques qui se cachent sous les revendications politico-religieuses? Alors, je dirais oui et non, réponse de Normand, parce que certains groupes vont en effet être attirés par l'appât du gain. Et je pense notamment aux groupes de piraterie, où certains groupes terroristes utilisent les pirates pour enlever des pêcheurs en mer. On le voit encore une fois en mer de Soulou ou mer des Célèbres, vous avez des enlèvements de pêcheurs contre rançon. Et donc oui, l'aspect économique, bien évidemment, y est. Mais ce qui va justement différencier l'économique du terroriste, c'est que le terroriste va utiliser l'économique à des fins politiques. Ce qui a permis justement de masser autant de monde pour la bataille de Marawi. Alors, je ne vais pas préciser, mais on a eu un millier de morts djihadistes, ce qui a permis de masser autant de monde, de matériel, de munitions, et s'il y en a ici qui sont au courant, je dirais, de la chose militaire, un siège défensif, on a tenu un siège défensif de 5 mois avec plusieurs milliers de personnes, donc ravitaillement en eau, ravitaillement en munitions, évacuation des blessés, etc. etc. Tout ça a été financé justement par les rançons, par l'argent extérieur d'Al-Qaïda, de l'État islamique, par le racket également. Donc l'aspect économique est capital et c'est aussi pour ça que les différents États de la région coopèrent dans le renseignement économique pour voir où va l'argent, tout simplement. Donc oui, l'économique est un aspect de la chose. L'économique est un aspect de la chose au même titre que la religion, mais la fin du fin, c'est le politique, clairement. Marvin, j'ai une question. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation super intéressante. Et en fait, tu as parlé d'utilisation des femmes et des enfants quand tu as parlé de l'État islamique. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a l'intérêt particulier, il y a une stratégie pour cette utilisation des femmes, dans le sens où tu as parlé dans ta conclusion de la question de l'image, le fait de choquer, est-ce que c'est lié avec ça, ou bien par exemple, comme j'imagine que dans l'État islamique, il y a un certain idéal féminin, idéal masculin. Du coup, je me demande, est-ce que si ça correspond à cet idéal féminin qu'ils peuvent avoir, le fait qu'une femme devient combattante. Du coup, je me suis demandé à ce propos si tu peux m'éclairer sur ce sujet. Alors, la question des femmes et des enfants, d'ailleurs, dans l'État islamique, je dirais que malheureusement, c'est une question qui est très complexe parce qu'on adhère à l'État islamique pour plein de raisons. Ça peut être en effet des raisons idéologiques, parce qu'on adhère à l'idéologie de l'État islamique, mais c'est parce que vous avez des problèmes d'argent et on vous propose voilà, de vous donner de l'argent et vous vous rendez compte que finalement, en échange, vous avez vendu vos enfants, votre femme, votre père à l'État islamique pour utiliser contre combattants. Et de même, vous avez un endoctrinement, par exemple, comment s'appelle, le terroriste sri-lankais d'Auckland, dont je parlais tout à l'heure. Il y a eu une enquête de police et on s'est rendu compte qu'il n'avait aucun lien historique avec l'État islamique. Alors, témoignage de sa mère disant que sa mère l'avait renié, que ses frères l'avaient renié également. À quel moment ce basculement a été fait? En 2017, alors qu'il avait une blessure, eh bien, il avait été soigné par des personnes qui se disaient philanthropes, on va te soigner, t'inquiète pas, et en même temps, eh bien, ils l'ont endoctriné. Et cette personne s'est retrouvée en Nouvelle-Zélande à poignarder 6 personnes. Donc, les parcours, que ce soit masculin ou féminin, justement, je dirais, il y en a plein. Ça dépend vraiment de la personne. Ça peut être par idéologie, ça peut être par nécessité, ça peut être par protestation également contre l'État. On se dit, j'aime pas l'État indonésien,
L'État islamique, je sais qu'il n'aime pas trop non plus, donc je vais m'aller avec eux. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais Et le côté de l'État islamique, c'est quoi oui, l'intérêt d'utiliser ces femmes et ces enfants, comme tu as dit qu'il y a la- augmentation d'utilisation des femmes. C'est pour ça que je... l'image, D'accord. la propagande, dire voilà, nous, les femmes qui sont chez nous, eh bien, elles sont des combattantes, elles D'accord. restent pas à la maison. Si elles vont rester à la maison, dans l'image, Oui, elles il y sont a même actives, les plus comme ça, elles enfants, sont même actives, les voilà, femmes qui sont adhérées c'est ça. Oui, d'accord. Et également, dans la rhétorique de l'État islamique voulait justement utiliser des femmes, eh bien, pour, alors ça, je parle de l'État islamique historique, entre guillemets, en Irak et Syrie, hein, voulait utiliser des femmes, eh bien, pour faire des enfants, pour avoir de plus en plus Oui, de djihadistes. Voilà. Et donc, je oui. pense que cette rhétorique est Mm. restée dans leur intérêt. Et D'accord. justement, élargir leur base leur base, c'est un mauvais jeu de mots avec Al-Qaïda, leur base en incluant des femmes, leur permet d'avoir plus de combattants. Mm. D'accord, d'accord. Dernière question, parce que vous ne pas être Merci. trop en retard. Alors, merci pour vos réponses. Il y a eu des cas de citoyens chinois, notamment d'origine ouïghour, qui ont perpétré des attentats en Asie du Sud-Est. Quels sont aujourd'hui les liens entre groupes d'Asie du Sud-Est et ouïghours, s'il y en a, et comment la Chine coopère avec les... Alors, je connais moins la question des Ouïghours, de la coopération avec les pays d'Asie du Sud-Est, donc je préférerais m'abstenir. Vraiment, je ne suis pas spécialiste des Ouïghours. Ça va davantage concerner les liens avec, avec les Shan en Thaïlande, Birmanie. Donc, je préfère pas m'avancer. Je sais par contre que la Chine est très active dans la lutte antiterroriste en Asie du Sud-Est, donc, parce qu'elle se qualifie de mouvement terroriste. Attention, je resterai neutre par rapport à cette question. Mais la Chine est très active justement dans la lutte antiterroriste. Elle participe également à différents forums de coopération et différents groupes de travail. Mais pour le lien avec les Ouïghours et les autres groupes de terroristes d'Asie du Sud-Est, honnêtement, je ne sais pas du tout. Comme je ne suis pas vraiment spécialiste de la Chine ou des Ouïghours, je ne sais pas. Et si quelqu'un peut répondre, peut-être Monsieur Dolinski, si vous savez, ou autre, bien sûr, il n'y a pas de discrimination. Et on va s'arrêter sur cette question-là. Monsieur Dolinski, si vous savez, ou si quelqu'un d'autre, d'ailleurs, si quelqu'un d'autre sait, n'hésitez pas à prendre la parole, il n'y a pas de souci. Non, je ne peux pas répondre, mais c'est vrai que c'est une question intéressante qui a été posée. Si les collègues ont une réponse, ça m'intéresse moi aussi. Je vais la noter, la question d'ailleurs, pas la J'ai perdre. posé une colle, je voulais pas poser une colle, c'était au cas où parce que je suis pas spécialiste des pays d'Asie du Sud-Est et donc tout d'un coup, c'était voilà, j'ai essayé de trouver des réponses, mais je suis partante si par la suite quelqu'un voudrait bien jeter un coup d'œil au sujet. Très bien, bah, j'ai noté la question et je vais voir s'il y a des personnes qui peuvent y répondre. Merci beaucoup en tout cas pour votre question. Monsieur Baibley, il est 51, je pense qu'on va passer à la seconde, enfin la deuxième intervention, qu'on ne soit pas trop.